Bonjour, c'est le cours du 20 mars 2020, 7CMM 310, dévoilement et socialisation dans les médias émergents. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu de cours ensemble. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va bien de mon côté. Et on embarque tout de suite sur la gestion de crise aujourd'hui, qui est un sujet plutôt intéressant vis-à-vis la situation dans laquelle nous nous trouvons et pourquoi le cours est en ligne aujourd'hui. Rapidement, on va regarder qu'est-ce qu'une crise, le risque. Ensuite, on va regarder la gestion de crise. Et finalement, on va parler de l'exercice de gestion de crise. Mais si vous écoutez l'enregistrement maintenant, probablement vous avez déjà fait l'exercice. Qu'est-ce qu'une crise? Une crise, c'est une succession d'événements qui sont vraiment atypiques. Mais il faut regarder aussi c'est quoi une crise dans le contexte d'un organisme comme celui que vous allez représenter dans vos propres travaux et dans vos pratiques une fois que vous allez avoir terminé vos études. Une crise pour un organisme, c'est une menace qui peut avoir des conséquences très lourdes et fâcheuses pour les opérations de cet organisme. Si les menaces ne sont pas corrigées, ne sont pas enrayées rapidement, ça va se détériorer. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs sortes de crises environnementales, humanitaires, organisationnelles, économiques, politiques, technologiques. Il faut aussi savoir qu'il y a des crises qui sont à l'intérieur de l'organisme et il y a des crises qui sont à l'extérieur de l'organisme. Donc, il faut vraiment savoir quand on a une crise devant nous, en général, c'est assez clair si c'est à l'intérieur ou si c'est à l'extérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui nous affecte, comme présentement la pandémie qui affecte tout le monde, ou c'est quelque chose qui a vraiment été causé par l'entreprise ou des intermédiaires ou des tiers ou quelque chose qui a vraiment rapport avec l'organisme. Parce que la façon dont on va répondre à chacune de ces crises va être un peu plus différente. La crise qu'on a maintenant, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs organismes, compagnies qui vous envoient des courriels, qui vous disent toutes sortes de choses, leur politique de continuation. L'université, présentement, vous recevez constamment des courriels d'eux, mais c'est une crise qui affecte tout le monde. Donc, tout le monde réagit. Chaque organisme réagit. Mais il y a des crises qui sont plus internes, et là, c'est une autre chose. Il y a 3 étapes dans une crise en général. Il y a l'étape avant crise. Donc ça, c'est avant même qu'on sache qu'il va y avoir un problème, on devrait se préparer. Vous êtes des communicateurs, vous devez préparer les organismes pour lesquels vous allez travailler à toutes sortes de conséquences, toutes sortes de scénarios. C'est votre travail. Ensuite, il y a les étapes durant la crise et évidemment la réponse à la crise. Et finalement, il y a l'après-crise. Qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a appris de cette crise? On va revenir là-dessus en plus de détails un peu plus tard. La crise a beaucoup rapport avec le risque. Vous vous souvenez tous de M. Ulrich Beck et la société du risque. Nous l'avons vu ensemble en beaucoup de détails dans le cours Théorie et pratique des médias émergents. Donc le risque, si on se rappelle, d'après Beck, le risque, c'est quelque chose de potentiel. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Et dans la société postmoderne, dans l'économie de l'information, il y a toutes sortes de risques qui alimentent l'esprit des gens, qui hantent les gens à chaque jour. La pandémie qu'on a présentement, c'est un risque classique qui a été décrit par M. Beck il y a plusieurs années. C'est le genre de choses sur lesquelles les gens s'inquiètent, qu'on n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle sur le potentiel qui pourrait arriver. Qu'est-ce que c'est la crise vis-à-vis le risque? C'est ce que j'appelle l'opérationnalisation du risque. C'est quoi l'opérationnalisation du risque? Ça veut dire la mise en pratique du risque. Donc, tout d'un coup, le potentiel qui pouvait arriver avec le manque d'informations qu'on avait aussi sur qu'est-ce qui peut arriver, toute l'incertitude, eh bien, tout d'un coup, l'incertitude, il n'y en a plus, elle arrive. Donc, ce qu'on ne voulait pas qu'il arrive, ce qu'on pensait et on ne savait pas comment ça pourrait se dérouler, eh bien, tout d'un coup, ça arrive. Donc, contrôler le risque, c'est essayer de contrôler les menaces et les torts qui nous amènent vers une crise qu'on ne peut plus gérer. Le risque continue d'exister durant la crise. Il y a toujours des choses incertaines, il y a toujours un manque d'informations durant une crise. Si on prend l'exemple du COVID-19, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le virus.
On ne sait pas si le virus va rester durant l'été. On ne sait pas combien de temps présentement. Est-ce que l'immunité des gens qui ont été affectés par le virus va rester? Est-ce que ça va rester 3 mois, 2 ans, 4 ans? On ne le sait pas. Donc, les risques peuvent devenir un sujet de discussion, donc une information qui est transmise à travers les réseaux sociaux. Je répète, quand je parle de réseau social, je ne parle pas de médias social. Vous le savez tous déjà, on fait une distinction entre les deux dans notre cours. C'est pas la même chose. Donc, d'un nœud à l'autre, une information à propos d'un risque peut être diffusée. Donc, toutes les théories qu'on a vues auparavant sur les réseaux sociaux, sur les nœuds, sur les clics, sur les ponts qui permettent le passage d'une information, la diffusion d'un groupe à un autre facilement. Toutes ces théories-là prennent place quand on a la diffusion de l'information sur un risque. Durant cette diffusion de l'information sur le risque, les moyens traditionnels, donc les endroits où les gens vont chercher l'information en général, les sources auxquelles ils font confiance, les médias, l'État, les organisations, eh bien souvent, les médias sociaux qu'on étudie dans notre cours vont prendre le dessus. Il va y avoir des informations sur ce risque qui vont être propagées avant même que les tiers qu'on utilise habituellement pour se référer, pour avoir la bonne information, pour avoir l'heure juste, aient le temps, eux, de nous communiquer leur version du message. Donc, il n'y a pas de vérification de l'information sur le risque. On voit que la perception du risque aussi, comme on le voit présentement dans notre pandémie présente, change. La perception du risque, en général, est basée sur deux choses. Sur la connaissance que l'individu a vis-à-vis le risque et sur son intuition. Ce qui fait que si je suis un chercheur qui étudie les pandémies depuis 30 ans, ben, la connaissance, le savoir que j'ai sur le risque est beaucoup plus grand que celui de la plupart des gens. À partir de ce savoir, mon intuition sur comment est-ce que la pandémie actuelle va se dérouler est probablement plus juste et probablement un peu plus informée. Le problème, c'est que avec la propagation du risque, la perception du risque, c'est que les gens ne sont pas au même niveau en termes de connaissances et de savoir. Et en termes de connaissances, il faut savoir est-ce qu'ils ont la bonne information. Donc souvent, on va remarquer une surréaction du public versus la réaction des experts. Donc souvent, le public ou les gens qui n'ont pas le même niveau de connaissance et la même intuition vis-à-vis le déroulement d'une crise spécifique, ils vont se faire des idées et leur réaction va être plus grave, ils vont avoir plus de panique que les experts. Et ça, on a pu le voir au début de la pandémie avec la réaction des autorités au Canada, où le gouvernement Trudeau, voulant se baser le plus possible sur les conseils des experts, des scientifiques sur les pandémies, avait l'air, d'après beaucoup de gens dans le public, de minimiser la crise, de minimiser les effets. Il y avait des gens qui demandaient qu'on ferme les frontières. Il y en a d'autres qui voulaient qu'on empêche les gens de certains pays de venir au Canada. D'après les experts, ce n'étaient pas des démarches qui étaient nécessaires. Mais d'après le public, la surréaction du public disait que on pense que les experts qui informent le premier ministre du Canada ne lui donnent pas la bonne information. Donc nous, même si qu'on a moins de connaissances là-dessus, on a moins de savoir et notre intuition n'est pas la même, ben on pense que le premier ministre et les experts sur les pandémies avaient moins d'informations et ne faisaient pas les bonnes décisions pour la sécurité publique. C'est un exemple de la perception du risque qui peut être différente dépendamment de l'individu. Quand on parle de risque, il y a aussi la question du cadre qui définit le risque. Quand on parle d'une crise, on parle aussi du cadre qui définit la crise. Si vous vous souvenez du cours pratique de communication publique que nous avons eu l'année passée, on a défini qu'est-ce qu'un cadre
dans un espace médiatique. Le cadre, si vous vous rappelez bien, c'est une théorie qui nous vient de Goffman. Donc, le cadre est comment on va définir un sujet, quelle image on va lui donner. Est-ce que ça va être un cadre négatif, positif? Donc, qui peut définir un cadre? Eh bien, il y a les médias, il y a évidemment les gens qui sont impliqués dans la crise directement, il y a le public, les experts, les universitaires. Donc, il y a un jeu qui se passe où toutes sortes de personnes peuvent définir la crise. En général, on pourrait dire qu'il va y avoir au début beaucoup d'informations qui vont être lancées et il va y avoir un narratif qui va se développer. Probablement qu'il va y avoir une forme de correction, une forme de synthèse de ce narratif pour finalement nous donner un seul cadre unique en général et probablement quelques cadres qui vont aller à l'encontre de l'idée principale. Donc, si je donne un exemple d'un cadre qui va aller à l'encontre d'une idée principale, on pourrait reprendre toutes les théories de conspiration qui ont été émises sur l'origine du COVID-19. Évidemment, dans le cadre qui nous intéresse, cette pandémie, le cadre habituel, c'est que le virus nous vient d'un espace, d'un marché trempe de la province de Wuhan. Dans les cadres alternatifs qu'on peut regarder, il y a des gens qui disent que le virus nous vient d'un animal qui s'appelle le pangolin. Il y en a d'autres qui nous disent que le virus nous vient probablement d'une chauve-souris. Ensuite, il y a une troisième thèse qui est probablement à ce jour celle qui a le plus de sens, que le virus a été transmis d'une chauve-souris à l'animal qu'on appelle le pangolin, qui ensuite a été transmis à l'homme. Donc, vous voyez comment on joue avec les cadres. Donc, dans une crise, il y a souvent des cadres aussi. Comment est-ce qu'on va orienter l'histoire? Donc, il va y avoir une synthèse, comme je répète, et c'est ce qui se passe ici avec la pandémie qu'on a présentement. Évidemment, comme je le répète, il y a toujours des cadres alternatifs. Souvent, on pourrait parler de ces cadres-là comme les théories de conspiration que je ne mentionnerai pas. C'est pas intéressant de mentionner des choses comme ça. Le concept de temporalité nous amène vers le temps, le facteur temps dans la diffusion de l'information dans une crise, dans la diffusion de l'information sur un risque durant une crise. Ici, on va jouer avec le concept de viralité qui nous vient évidemment de la contamination en provenance des virus, où on peut dire que les idées vont contaminer les individus. Dans notre réseau, on pourrait dire qu'un nœud a contaminé un autre nœud, comme on a vu dans l'animation précédente. Le concept de viralité est aussi utilisé quand on parle des mimes sur les médias sociaux. Comme vous l'avez déjà lu dans l'article de Budendorf, Risa et Prieur, Twitter est un des médias sociaux où l'échange d'informations durant les crises est le plus prépondérant. Donc, beaucoup de gens vont se diriger vers Twitter pour aller avoir une information qui est la plus juste et la plus à jour. C'est la façon dont Twitter fonctionne versus tous les autres médias sociaux. C'est un microblog, donc c'est facile pour les gens de juste mettre un court message et de répondre et de propager ce message plusieurs fois. Donc, quelque chose que les auteurs nous ont mentionné, c'est le type de gazouillement. Par gazouillement, je veux dire tweet. Le type de gazouillement qu'on peut retrouver sur Twitter durant les crises. Donc, il y a ce qu'on appelle les gazouillements originaux. Ce sont les messages originaux qui rapportent la crise. On pourrait dire que c'est la source primaire de l'information du phénomène qui est décrit. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les gazouillements de synthèse. Les gazouillements de synthèse, ça, ce serait plutôt les sources secondaires qui prennent l'information et la colligent, font quelque chose pour faire du sens. Donc, à ce niveau-là, c'est là qu'on commence à avoir un cadre, c'est là qu'on commence à avoir un narratif qui est développé. Et finalement, on a ce qu'on appelle les gazouillements propagateurs. Qu'est-ce que c'est les gazouillements propagateurs? Ce sont les tweets, ce sont les messages qui répètent soit les messages originaux, soit les messages de synthèse, mais qui, en répétant, font que des gens qui n'ont pas vu le gazouillement original puissent le voir. Et tout en propagant le tweet original ou le tweet de synthèse, les messages originaux prennent de plus en plus d'importance et leur viralité augmente. Durant une crise sur les médias sociaux, on peut voir qu'il y a des acteurs ou ce qu'on appelle, nous, évidemment, des nœuds qui vont prendre plus de place, qui vont devenir plus importants, qui vont devenir des ponts, qui vont prendre une certaine prépondérance. Leur degré de centralité va augmenter dans le processus de diffusion d'informations.
La plupart du temps, ces nœuds-là, ce sont les médias, ce sont les États, ce sont les organismes qui vont nous donner l'information, les organismes traditionnels. Il y a aussi souvent un jeu de correction qui se fait avec les fausses informations qui sont propagées durant une crise. Ici, on rencontre le phénomène qu'on appelle l'infomédiation sociale et le filtrage collaboratif des informations. Donc, d'après certaines études, comme vous avez vu dans l'article que vous deviez lire cette semaine, il y a jusqu'à 44% dans l'étude de Halloween et Vanderbeest de tweets de gazouillements qui vont corriger les informations fautives durant une crise. Donc ici, on va regarder un exemple de infomédiation. Cet exemple-là nous provient de Black Twitter, où au début de la pandémie aux États-Unis, beaucoup de gens de la population noire se disaient immunisés contre le COVID-19. Il y avait même des blagues qui étaient faites là-dessus. Rapidement, on voit qu'il y a eu une correction par les gens de la communauté et par beaucoup d'articles qui ont été rédigés pour informer la population noire aux États-Unis que non, ils n'étaient pas immunisés contre le COVID-19. Un autre exemple de viralité qui nous intéresse vis-à-vis Black Twitter, c'est la façon dont le terme coronavirus ou le COVID-19 ont été rapidement renommés le Rona. Donc, ça a été extrêmement viral où le nom qui a été donné à ce virus-là a changé pour The Rona. Toujours en continuant avec l'idée que les gens se disaient qu'ils étaient immunisés contre le virus. C'est une espèce d'appropriation du risque ici parce que les gens faisaient des blagues pour se dire, ben, on pense qu'on est immunisé ou en se disant, ben, on va survivre comme on peut. Maintenant, on va regarder la gestion de crise. J'aimerais que vous vous rappeliez que dans la gestion de crise, comme on a vu plus tôt au début de la session, que la gestion de crise fait partie des relations publiques. Si vous vous rappelez, on avait parlé à une séance précédente des 3 stratégies de communication des médias sociaux. J'aimerais que vous vous rappeliez de la stratégie de diffusion, la stratégie réactive et la stratégie d'engagement que nous avons déjà vues ensemble. Quand vous pensez aux gestions de la crise, vous allez les utiliser pour répondre aux crises. J'aimerais que vous soyez aussi capable de réfléchir à quel genre d'utilisateur vous contacte durant une crise sur un média social. Est-ce un utilisateur caché, un utilisateur clair-obscur ou un utilisateur phare? Encore une fois, nous avons vu tout cela dans une séance précédente. C'est quoi la gestion de crise? Bon, c'est aussi simple, c'est limiter la détérioration d'une situation. Les 3 choses les plus importantes, évidemment, dans la gestion de crise, c'est la sécurité publique, donc les vies humaines, c'est toujours très important, les pertes financières et les atteintes à la réputation, si vous travaillez pour un organisme, souvent pour une firme. Je vais vous inviter à regarder le webinaire Les 10 commandements de la gestion de crise, qui est dans les liens en dessous d'une autre vidéo que je vous invite fortement à regarder. Donc, on le dit et on le répète souvent, la meilleure façon pour être prêt pour une crise, c'est d'avoir un plan en place. Donc, vous êtes tous familiers avec le plan de communication et vous savez que dans le plan de communication, incluant ceux sur lesquels on a travaillé au début de la session et dans d'autres cours comme le cours pratique de communication publique, il y avait toujours une section sur la gestion de crise. Donc, je n'ai pas à me répéter. Vous savez que vous devez être prêt. Je ne vais pas aller dans les détails, dans les étapes préparatoires de la crise. C'est assez évident. Comme communicateur, ça va être votre rôle de vous assurer qu'il y a des messages préenregistrés qui sont prêts à être déployés quand il y a une crise. Évidemment, on ne peut pas planifier toutes les crises. D'autres choses que vous devez faire comme communicateur, tout en travaillant avec l'équipe de votre organisme, où il y a des gens qui sont spécialisés en sécurité, c'est d'avoir des plans pour des espaces d'évacuation, d'avoir des sites web ou des sections de sites web que vous pouvez déjà utiliser pour transmettre des messages. On le voit ici à l'UQAC, on a l'exemple de UQAC/COVID. Donc, toutes les informations sur la pandémie se retrouvent sur une seule page. Pour une grande organisation, il pourrait aussi avoir un intranet, qui est la même chose que la page COVID, qui, elle, est publique. Et aussi une façon de rejoindre tout le monde. À l'UQAC, on prend le courriel. La première chose durant une crise, c'est la réponse initiale. C'est la chose la plus importante
que vous pouvez faire. L'important ici, c'est d'avoir un message clair et cohérent et de démontrer de l'empathie envers les gens avec qui vous communiquez. Durant les crises, l'attribution de responsabilité, surtout quand c'est une crise interne, c'est l'attribution de responsabilité. Dans le cas de la pandémie avec le COVID, chaque organisme, chaque entreprise n'a pas beaucoup d'options sur qui attribuer la responsabilité. C'est un événement comme ça. Mais l'important quand vous avez une crise, c'est de ne pas régler, en d'autres mots, les comptes sur les médias sociaux. C'est pas la place. Vous pouvez afficher, oui, un message sur Facebook, ça se fait souvent, mais disons que régler les comptes et attribuer la responsabilité, en d'autres mots, blâmer quelqu'un, disons que c'est pas la place sur Twitter pour faire ce genre de choses-là. Vous pouvez indiquer des messages qui invitent le public à aller voir votre réponse ou là, dans un message sur un blog ou sur un site web et de nos jours sur Facebook, vous pouvez attribuer la responsabilité à quelqu'un. Mais l'important, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là trop rapidement. Quand on parle de la gestion de crise, la responsabilité est souvent quelque chose qui revient très rapidement. Les gens veulent blâmer quelque chose, veulent blâmer quelqu'un. Vous pouvez voir ce phénomène au jour le jour avec le président Trump, où le jeu de la culpabilité, le jeu du blâme est un sport presque national. À chaque jour, c'est quelqu'un, c'est jamais lui. Donc, quand on parle de l'attribution de la responsabilité, durant les crises, ce sont des choses qui reviennent très rapidement. Les gens veulent des réponses. Qui est-ce qu'on peut blâmer pour cette connerie? Qui on peut blâmer pour le manque de préparation? Donc, ne faites pas comme M. Trump. Ne réglez pas les comptes de la responsabilité de la crise par Twitter. C'est pas la place pour faire ça. Les réponses qu'on va donner au public par les médias sociaux vont être influencées par le niveau d'attribution de la responsabilité. Ce qui veut dire que l'attribution de la responsabilité, l'organisme doit en être très conscient tout en communiquant avec le public. Donc, il y a 3 niveaux en général de niveau d'attribution de la responsabilité. Il y a le niveau victime, où pour l'organisme, c'est très minime en termes de responsabilité. Il y a le niveau accident, qui est un peu plus contraignant pour l'organisme, et le niveau de crise évitable. Donc ça, c'est quand c'est l'organisme qui est en faute, a commis une faute qui a affecté des victimes, des membres du public, et ainsi de suite. Ça pourrait être des fautes criminelles aussi. Donc, dans vos réponses, vous devez être conscient de savoir à quel niveau est-ce que votre organisme est responsable de la crise pour avoir une réponse qui est conséquente avec le niveau d'attribution de la responsabilité. Donc, dans vos réponses au public, je vais vous permettre d'être un peu cynique. Il y a des réponses où vous allez me dire c'est de la manipulation. Oui, c'est ce que c'est. Vous êtes des communicateurs. Le plus important, c'est toujours de montrer de l'empathie, mais aussi de bien situer les faits, de donner les instructions les plus clairement possibles pour s'il y a des recours, des rappels, pour que le public, pour que les victimes puissent savoir quoi faire. Dès qu'une victime a un préjudice grave, vous devez les indemniser. Quand on regarde la crise du COVID présentement, on voit que même si c'est une pandémie, donc c'est quelque chose qui est en dehors du contrôle des gouvernements, eh bien, le gouvernement fédéral, le gouvernement de chaque province au Canada et dans d'autres États prennent la responsabilité pour protéger leur population, pour leur permettre d'être capables de survivre, de vivre durant la période de pandémie. Donc, il y a une stratégie d'indemnisation très importante, comme on le voit présentement au Canada, qui est en cours. Il y a ce qu'on appelle les stratégies de déni et d'attaque contre les accusateurs. C'est le côté le plus pessimiste ou le plus cynique du travail de communicateur où des fois vous devez attaquer. L'attaque n'est pas nécessairement le genre de choses qu'un professeur comme moi veut enseigner, mais je ne peux pas cacher que ça fait partie de réponses, de votre trousse de réponses comme communicateur. Il faut en être conscient. De la même façon que les cajoleries, où vous complimentez les victimes, le public, font aussi partie de vos stratégies. Je sais que comme
être humain. On veut toujours penser qu'on est plus noble que ça. Mais le travail de relations publiques, le travail de communicateur, souvent, il y a ces côtés-là aussi. Ça fait partie du jeu. Il faut en être conscient. Évidemment, si on était en classe, on aurait pu avoir une longue discussion sur l'éthique des réponses au public. J'aimerais que vous soyez conscient des dimensions critiques et éthiques du travail que vous faites. L'après-crise, c'est le moment où vous allez réfléchir sur la crise. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles pratiques pouvez-vous garder? Quelles sont lesquelles qui se sont démontrées désuètes ou non efficaces durant la crise? C'est le moment de réfléchir à toutes ces choses-là et d'apprendre avec votre équipe. Pour l'exercice pratique de gestion de crise, j'aimerais que vous fassiez toutes les lectures qu'on a déjà eues sur la réputation et tous les sujets reliés. Il y a beaucoup de matériel que vous pouvez utiliser dans l'exercice pratique. Vous allez recevoir 3 gazouillements et vous allez devoir gérer les messages que vous allez recevoir. La prochaine séance, on va revenir sur la topologie et les graphes. On va revenir sur la théorie. Ça fait un bout de temps et on va commencer à travailler avec le logiciel un peu par après. Je vais diviser cette séance-là probablement en 2 parties. Donc, la première partie, on va parler des graphes et des topologies. Et ensuite, on va aborder un nouveau logiciel. Le logiciel original qu'on avait, qui s'appelle Aura, on ne pourra pas l'utiliser puisqu'on n'a pas accès au laboratoire de l'université. J'ai trouvé un autre logiciel alternatif qu'on peut utiliser en ligne. Donc, vous n'avez pas à installer rien sur votre ordinateur à la maison. Vous pouvez faire les exercices sur le logiciel en ligne. On va les regarder. Il faut que j'apprenne le logiciel aussi. Je ne le connais pas, celui-là. Mais d'après ce que j'ai vu, celui que j'ai choisi pour vous, il va traiter directement des données de Twitter encore plus facilement que Aura. Donc, je crois que c'est probablement un très bon choix pour le cours, surtout avec la situation où l'accès au laboratoire est impossible. Je suis content qu'on ait pu continuer le cours. Ça faisait quelques semaines et on se revoit.